Alors, la leçon d'aujourd'hui traitait des grands explorateurs de l'époque. Je réalise que la plupart de l'unité se déroule dans les années 1600-1700. Tenez compte que durant ce temps-ci, nous allons sauter beaucoup des 1400 jusqu'au 1700 parce que vraiment, en réalité, c'est quelque chose qui a commencé dès le début de la Renaissance. Il est important de noter que les trois raisons principales pour l'exploration sont Dieu, la gloire et l'or. À l'époque, il était important d'abord de propager ou d'agrandir le territoire de la religion catholique. Donc, Dieu était évidemment, c'était un avantage si on pouvait retrouver de l'or. Et la gloire, évidemment, vient avec tout ça. Donc, c'était genre trois raisons pour lesquelles quelqu'un serait assez fou pour se promener un an en bateau jusqu'à l'Amérique. Le début des explorations ont commencé par la conquête des biens des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc, par ça, je veux dire, ce qui arrivait, c'est que on a commencé à réaliser qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes ou des essentiels qu'on pouvait pogner dans le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc, on a commencé par dire, ah, ben peut-être que si on va en chercher, ça va être à notre avantage. On avait également la conquête. On avait encore les gens qui souhaitait avoir beaucoup plus de pouvoir, un peu à la Louis XIV. Et on voulait impressionner le pape, donc pour propager la bonne nouvelle de la religion, selon les catholiques. Dans l'évolution des cartes, c'est une des meilleures choses qu'on aurait pu avoir pour l'exploration. C'est Martin Behem qui a fait le premier globe terrestre. Comme on peut voir, ça a l'air un peu comme ça pourrait être genre l'Afrique. Il y a un gros manque de séparation des choses. Alors, c'était pas extrêmement précis, mais c'était un début. Donc, ça nous donnait une idée de comment on pouvait continuer. Et c'est Walt C. Mueller, comme on peut voir ici, je vois qu'il a de la difficulté avec plein écran. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier ça à la page complète et plein écran. Bon, Software Manager va-t'en là-bas. Alors, l'évolution des cartes, comme vous pouvez voir ici, Walt C. Mueller a créé un genre de... une bonne idée de qu'est-ce que ça a de l'air aujourd'hui. Mais, toutefois, on remarque que l'Amérique ici est juste pas pantoute, America, pas pantoute ce que ça a vraiment l'air. C'était encore inconnu, et puis même qui disait que l'île de Floride était en haut dans le nord, ce qui portait beaucoup à confusion, parce qu'on pensait de l'Amérique du Sud. La Floride, oui, c'était au nord-ouest de l'Amérique du Sud, mais on pensait pas que c'était, tu sais, genre plus au nord que la Russie. L'Afrique ici, elle commence à avoir de l'air très, très, très. Elle commence à avoir ce qu'elle a de l'air et l'Europe aussi ressemble. Ici, c'est une genre de. C'est le Moyen-Orient aussi qui manque beaucoup de parties. Finalement, c'est Mercator qui a fait la version finale que vous connaissez aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est très très précis. C'est l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie. Tout ça, ça vient de Mercator. Puis ce qui lui a permis de faire des choses, des objets avec précision comme ça, c'est des objets comme le cadran. Le cadran, c'était un objet que si je le mettais, mettons, je regardais l'étoile polaire avec cet objet-là, je pouvais dire c'était quoi les degrés entre moi et pour trouver la latitude. Donc, c'était un objet qui a commencé à permettre à certains des explorateurs de mesurer des degrés pour éventuellement avoir de la précision dans nos maps. Une autre chose qui a bien aidé, c'est le Caravelle, qui était un bateau qui a été créé par les Portugais. Avant le Caravelle, tout ce que c'était des bateaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'était genre des rames qui sortaient sur les côtés, et puis on avait un paquet de gars à l'intérieur qui ramaient comme des fous. Ce qui allait mal avec ça, c'est qu'éventuellement, ces gars-là allaient peut-être mourir, ou ces gars-là auraient eu de la difficulté, ils ne seraient plus bien ben en forme pour se rendre jusqu'à l'autre extrémité, d'aller de l'Occident jusqu'à l'Amérique. Et quand on allait contre les vagues, c'était pas exactement efficace. Ce bateau ici, grâce à les petits drapeaux que l'on voit, on peut les modifier afin de pouvoir, premièrement, aller contre les vagues, mais aussi avoir aucun effort, ben, presque aucun effort de nos hommes qui sont sur le bateau. Ce qui a changé un peu la façon que ça s'est déroulé avec la façon que l'exploration a été faite, c'est que les Turcs ont gagné du pouvoir. Vous vous rappelez un peu que les Turcs étaient genre dans le sud de l'Espagne avant la Renaissance?
Et puis, lorsque l'Espagne ont gagné du pouvoir et ont décidé de tasser les musulmans de là, ben, les Turcs qui étaient musulmans ont commencé à gagner du pouvoir dans la région sud-ouest de l'Asie, donc essentiellement le Moyen-Orient qu'on connaît aujourd'hui. Ce que ça faisait, c'est que tous les groupes, comme les Portugais, les Espagnols, qui voulaient explorer, c'était dangereux pour eux. Un groupe catholique ou protestant qui choisit de se rendre dans un territoire musulman où on a vraiment nié les musulmans pendant plusieurs années, c'était pas exactement quelque chose de qu'on pouvait dire qui était sain et sauf pour ce groupe-là. À la fin du compte, c'est le Portugal, que vous pouvez voir juste ici, à l'ouest de l'Espagne, qui voulait trouver une façon de se rendre à l'Inde. Donc, il voulait quand même du poivre, qui en passant valait 60 fois. Ils vendaient 60 fois le profit que ça leur coûtait pour aller sur un voyage en Inde. Ils voulaient trouver une façon de se rendre en Inde qui utilise seulement l'eau. Et puis, une autre des motivations du Portugal qui n'a pas rapport, c'est qu'il croyait qu'il y avait un roi des chrétiens qui serait un descendant d'un des trois rois mages. Puis il s'appelait John Prester. Il croyait que dans les pays musulmans, qu'il y avait un roi chrétien qui était perdu. Ok, en quelque part, c'est une histoire que je trouve un peu drôle, mais il croyait que c'était le pape qui avait mentionné qu'il avait rencontré un descendant des trois rois mages dans les régions du Moyen-Orient. Donc, on croit qu'il est encore là, on va aller le chercher. Évidemment, quand on était là, les musulmans ont dit de quoi tu parles? Il n'y a pas de roi de chrétien chez nous. Bon, un des noms importants à reconnaître dans l'exploration du Portugal, c'est Prince Henri le Navigateur. Premièrement, il était le fils du roi du Portugal, puis il a fait partie d'un voyage en Afrique, plus spécifiquement le Maroc. Ils ont conquéri une partie du Maroc. Et quand il était là, lui, le prince a dit waouh, c'était vraiment plaisant, c'était le fun. Ce serait le fun de faire ça plus souvent. Alors, il est venu à bout de convaincre son père ou le roi qu'on devrait faire plus d'exploration sur les côtes de l'Afrique. Et c'est grâce à Bartholomew Diaz qu'on a venu à bout de se rendre jusqu'au bout. Donc, vous pouvez imaginer que, si je peux trouver à nouveau ma map que j'avais tantôt, vous pouvez imaginer que lorsque on se rend au Maroc, qui est à peu près ici, on est bien content quand on réalise que finalement, ça revire l'autre côté, puis on va pouvoir éventuellement se rendre à l'Inde. Alors, Bartholomew Diaz, c'était le premier à faire ça. Lui, il avait nommé ça le Cap des Tempêtes parce qu'il y avait plusieurs tempêtes dans la région. Mais plus tard, on va le nommer le Cap de Bonne-Espérance parce que ça devient le cap qui nous encourage, surtout si on vient de l'Inde. C'est le cap qui dit OK, vous êtes quasiment arrivé à la maison, le Portugal ou l'Espagne. Amerigo Vespucci, c'est aussi un personnage important chez le Portugal parce que c'est le gars à explorer le Brésil après que Colomb a découvert l'Amérique. On va parler de Colomb dans 2 instants. C'était aussi le premier à réaliser que, hey, Colomb, comme Étienne dirait si bien, vous êtes donc bien Colomb parce que ce n'est pas l'Inde que vous avez découvert. Okay? Lui, Christophe Colomb croyait qu'il avait retourné en Inde. Amerigo Vespucci a réalisé, non, c'est une autre place, on va appeler ça le Nouveau Monde. Et le nom Amérique qu'on connaît aujourd'hui, ça provient du nom Amerigo. Et le Brésil, éventuellement, deviendra la colonie principale du Portugal. Et puis, évidemment, aujourd'hui, de nos jours, il y a une grande majorité du Brésil qui parle encore le portugais. OK, arrivons aux explorateurs espagnols. Christophe Colomb, lui, il représentait l'Espagne, mais drôlement, c'est un Italien. OK. Lui, pareillement au Portugal, il voulait explorer ou voulait se rendre en Inde afin d'exploiter les biens qu'on a là. Mais lui, il a une différente stratégie. Les Portugais, ils disent on va faire le tour de l'Afrique. Lui, il dit non, 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 vous perdez votre temps. On va passer par l'ouest. Okay? Il dit éventuellement, je devrais être capable de frapper soit la Chine, soit le Japon, puis ensuite, je vais pouvoir me retrouver en Inde. Alors, il est venu à bout de convaincre le roi Ferdinand et la reine Isabelle de l'Espagne en leur disant que c'est Dieu qui veut ce trajet-là. C'est pas lui, ben non. Il disait Dieu veut bel et bien que j'aille faire ce trajet-là. Et puis Christophe Colomb et Ferdinand et Isabelle venaient de gagner quelques guerres avec la Renaissance et il disait ah bien, c'est sûr que c'est Dieu, donc on va y aller avec. Christophe Colomb, lui, va découvrir les Bahamas. Mais il va penser que c'est l'Inde pour un peu de temps. Il va éventuellement faire 4 autres voyages, puis il va explorer les Caraïbes et ainsi de suite. Selon l'Europe, c'est Christophe Colomb qui a fait la première découverte. On sait évidemment qu'il y a eu la découverte des Vikings dans les années 1100 que Christophe Colomb et la majorité de l'Europe ignorent à cette époque. En 1992, peut-être important de découvrir, parce que vous allez en entendre parler sûrement si vous faites de la recherche sur Christophe Colomb. On a réalisé qu'il a esclavé plusieurs Amérindiens autochtones, si vous voulez. Okay? Donc lui, ce qu'il faisait, il prenait avantage de son pouvoir et il voulait
Non seulement il allait là parce qu'il voulait découvrir, mais il aimait avoir le pouvoir lorsqu'il était sur le terrain. Et on a plusieurs situations qu'on raconte ceci. C'est vraiment décevant pour la majorité des grands fanatiques de Christophe Colomb. Mais il y a eu plusieurs cas d'où on l'a mentionné. Et d'ailleurs, c'est Bartholoméo de la Casa, qui était un prêtre qui avait fait la trajectoire avec Christophe Colomb, qui a écrit qu'il se faisait maltraiter par Christophe Colomb. Il a mentionné qu'il avait des viols, qu'il avait des massacres, qu'ils étaient des esclaves des Espagnols dans la région. Ces écritures ont été utilisées pour démontrer, du côté des protestants, on utilisait ça pour dire garde, garde comment que les catholiques sont méchants. Évidemment, on sait qu'il n'y a pas une religion qui a été plus gentille que l'autre. C'est juste question pour appuyer son point pour les protestants. Comme on disait, les Espagnols ont genre commencé à envahir ici. On avait les Amerigo Vespucci et sa gang qui ont découvert ceci. Le pape Alexandre VI s'en mêle et en 1493 décide d'imposer une ligne qui dit la droite ou l'est au Portugal, l'ouest à l'Espagne. Là, vous allez vous dire, ben voyons donc, le petit bout du bâton, c'est bel et bien le Portugal qui l'a eu. Oui, ils se sont fâchés. Ils ont dit, écoute, on commence à découvrir qu'il y a d'autres stuff. Il faut réaliser que c'était pas tout ça n'était pas découvert encore. Donc, on pensait, hey, c'est pas mal légal. Là, on a commencé à voir, wow, il y a beaucoup plus de terrain. Donc, en 1494, on a eu le traité de Tordesillas. Tordesillas, moi, je vais appeler ça Quesadilla, juste pour vous aider à vous en rappeler. Tordesillas. Et puis, il a dit maintenant, OK, l'est de ceci appartient au Portugal, l'ouest de cela appartient à l'Espagne. Évidemment, encore aujourd'hui, on réalise que le Portugal n'a pas eu la meilleure de cette situation-là. Le traité a été en faveur de l'Espagne. Aujourd'hui, si vous y allez, l'Est du Brésil est majoritairement portugais. L'Ouest du Brésil est encore espagnol. Un autre nom qui est important à réaliser ou à retenir, c'est Vasco Núñez de Balboa. Aucune relation avec Rocky Balboa. Comme vous pouvez voir, il ne ressemble pas pantoute. Je suis sûr que lui peut parler clairement. Il a découvert l'océan Pacifique en 1513. Okay? Donc, il a pris les Panama. Il a suivi juste ici. Puis il venait à bout de trouver un petit fleuve qui menait à l'océan Pacifique. Parce que dans le fin fond, tout le monde qui voyageait de ce côté-ci, on pensait qu'on retomberait de l'autre côté de l'océan Pacifique. Donc, c'était toujours ça le but. Lui était le premier à le réaliser, mais une fois qu'il est arrivé de l'autre côté, il n'a pas continué. Il a genre essentiellement dit OK, c'est le fun à savoir. Ferdinand Magellan, si vous voulez. C'est le premier bateau à faire le tour du monde, et je dis bien bateau, et non gars ou premier explorateur, parce que son bateau, lui, n'a jamais venu à bout de finir la trajectoire. Okay? Donc, ils ont parti en 1519 avec 237 membres. Ils ont fait le tour ici. Ils ont arrivé au sud de l'Amérique du Sud, donc ils ont essentiellement trouvé le cap de l'Amérique du Sud. Et il a continué, il a pogné l'océan Pacifique et il est arrivé aux Philippines, comme vous pouvez voir, le 27 avril 1521. Donc, c'est 2 ans plus tard de ce qui est parti. Il est décédé dans les Philippines. Il a été tué dans les Philippines. Et son groupe a continué avec le bateau. Ils ont réussi le cap de Bonne-Espérance. Et éventuellement, ils ont revenu avec 18 passagers en 1522. Donc, ils ont parti en 1519, 237 passagers, reviennent 3 ans plus tard avec 18 passagers. Oh, c'est à côté. Les GPS Maglan proviennent de son nom. Alors, si jamais vous voyez quelque chose comme ça, ça rapporte, OK? Il est juste important aussi d'ajouter que l'Espagne a vraiment, comme vous pouvez voir ici, tout ce qui est brun est espagnol. L'Espagne a pris avantage de la technologie qu'ils avaient sur la majorité des régions. Okay? Ils avaient les conquistadors qui étaient un groupe qui assassinait, qui massacrait des peuples. Le peuple aztèque a mangé la claque, si vous permettez l'expression, des conquistadors. De leur côté, ce qui arrivait, c'est que eux, contrairement à ce que les Anglais et les Français, comme vous avez appris en 7e, 8e année, essayaient de faire travailler les choses, essayaient de faire des ententes avec les Autochtones, pas nécessairement, on va dire qu'ils faisaient quand même des choses qui n'étaient pas correctes, genre comme donner une brosse à dents pour une fourrure d'un ours, mais eux, il n'y avait pas de négociation, c'était tassez-vous de là, on s'en vient et on veut votre terrain. Les autres pays qu'on a appris au courant de l'histoire 7e, 8e année, l'histoire du Canada,
C'était des pays qui voulaient installer des régions, des postes commerciaux parce qu'ils autres voulaient faire de l'échange avec les résidents des régions. Les Pays-Bas, c'était c'est assez drôle comme concept, et c'est pas les Pays-Bas espagnols, mais c'est les Pays-Bas néerlandais. Eux, ils ont suivi les Portugais jusqu'à l'Inde. Et lorsqu'ils sont là, ils se sont installés dans la région du Sri Lanka pour faire de l'échange avec les Indiens ou les Sri Lankais dans cette époque-là. Et ils ont évidemment aussi été en Indonésie. C'était une autre des places qui se sont installées. Pour la France, on connaît très bien cet homme ici, Jacques Cartier. Il a découvert le Canada par le fleuve Saint-Laurent. Mais lui aussi, il pensait comme Christophe Colomb. Il dit, OK, tout le monde s'en va vers le sud, right? On s'entend que tout le monde s'en va vers le sud-ouest. Il disait, so, moi, ce que je vais faire, puis je vais vous ramener la map de Waldseemüller. Il dit, OK, tout le monde fait ceci et finissent dans ce terrain-là. Lui, il disait, je vais aller tellement au nord, il faut quasiment que je revienne ici, soit dans l'Asie, soit dans la Russie ou le Japon. Il dit, si je vais au nord, OK, Jacques Cartier. Ça fait que lui, il trouve un paquet de terrain. Il dit, OK, le fleuve Saint-Laurent, il le suit, il dit, faut que ça mène à l'océan Pacifique de l'autre côté. Faut. Non, il a découvert une région du Canada. Il a évidemment aussi découvert la Louisiane et en 1608, le Québec a été officiellement fondé par Samuel Champlain. Pour l'Angleterre, c'est John Cabot, qui a découvert le nord-est de l'Amérique. Le premier à s'installer, faire une première installation permanente est en Virginie. Anne-Marie dirait Jamestown. Ici, en Virginie, l'Angleterre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils se sont installés avec des familles. Pas seulement des hommes pour la guerre et ça. Au début, l'Angleterre avait vraiment l'intention de faire la paix avec les Autochtones de la région. Alors, ceci termine la leçon. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas que c'est ça. Je ne mentionnerai pas rien.